M93.1. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. La situation politique togolaise est marquée par un statu quo dans la crise qui secoue notre pays depuis qu'une partie des Togolais a décidé de battre le pavé de façon régulière ces derniers moments pour réclamer la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Les canaux de médiation sont explorés du président guinéen Alpha Condé au président ghanéen Nana Akufo-Addo. Des tractations sont menées pour amener toutes les parties à la table de discussion. Bonjour, bienvenue dans le débat politique de mercredi sur Taxi FM. Notre invité aujourd'hui, Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter l'actualité politique. Vous avez effectué tout récemment une visite en Europe, même si ce n'est pas dans le cadre de votre engagement politique et dans le cadre de la situation politique actuelle. Vous avez certainement été reçu par des personnalités. Vous avez été même reçu sur la chaîne française France 24 où vous avez discuté de la situation politique avec certains de vos interlocuteurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que la diaspora ou la communauté internationale a toutes les informations sur votre engagement, la lutte politique qui se mène actuellement au Togo depuis déjà quelques mois? Très bien. Et ce n'est plus un secret. Tout le monde sait aujourd'hui que le Togo va mal et qu'il y a une crise qui se déroule dans le pays. Et les gens le savent à l'intérieur du pays, mais les gens le savent également à l'extérieur du pays. Et je pense qu'il est important que nous expliquions aux gens, ceux qui ne connaissent pas la réalité quotidienne des Togolais, il est important que nous expliquions pourquoi cette crise est aujourd'hui aussi ouverte et qu'est-ce que les Togolais attendent en sortant massivement dans les rues du pays. Donc c'est une démarche qui vise à éclairer les gens sur nos intentions, nos objectifs et sur le fait que le peuple togolais est aujourd'hui en pleine aspiration à la démocratie, parce que nous sommes dans une sous-région où tous les autres pays ont franchi le cap de leur processus de démocratisation et ils connaissent l'alternance, ils connaissent une vie électorale saine, ce qui n'est pas encore le cas du Togo. Donc tout cela, il est bon de l'expliquer à l'extérieur pour que les gens prennent conscience de la réalité de ce que vivent les Togolais. C'est dans ce sens que ça s'inscrit. Je vais m'en tenir aux chiffres officiels publiés par le ministre en charge de la sécurité. De 4, 5, 7, 8, 10 000 personnes sont notamment déversées dans la rue par la coalition de l'opposition. On voit quand même que c'est beaucoup, mais également c'est faible par rapport au mouvement d'août, septembre. Est-ce que vous avez l'impression, vous, en tant que leader de parti politique et membre de la grande coalition de l'opposition, que la mobilisation s'affaiblit au fur et à mesure que durent les différentes marches qu'organise l'opposition? Je pense que tout le monde s'est aperçu depuis le début de cette massive mobilisation que le régime a toujours tout fait pour chercher à minimiser l'ampleur de ce qui se passe dans le pays. Mais force est de constater qu'ils ont finalement été contraints de commencer à parcourir les pays de la sous-région pour chercher des voies et moyens pour ramener le calme dans le pays. Et je pense qu'on ne peut pas chercher à minimiser
un véritable phénomène qui se passe dans le pays, et en même temps courir à gauche, à droite pour chercher à calmer les choses. Et je suis persuadé que aujourd'hui, la grande mobilisation, d'ailleurs qui a surpris le régime, parce que le régime était persuadé que les Togolais n'étaient plus dans des dispositions à sortir massivement dans les rues. Ils ont fait un mauvais calcul. Le régime a toujours pensé que l'opposition était incapable de travailler ensemble. Ils se sont encore trompés. La grille de lecture de la situation politique du Togo a complètement changé. Et je pense que même si ce régime s'attelle à minimiser l'impact, à minimiser la mobilisation, ça n'enlève rien à la réalité. Ce que moi j'ai vu samedi dernier lorsque nous avons manifesté, eh bien, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Près de 600 000 personnes nous avons évalué. Donc, que le régime nous parle de 2 000 ou de 10 000, je pense que c'est une démarche qui vise à se convaincre soi-même que finalement les choses ne sont pas aussi graves que ça. Mais non, les choses sont très profondes et ce qui se passe dans le pays est une véritable lame de fond. Et c'est pour ça que partout dans le pays, les gens veulent manifester. Et même s'il y a une répression aveugle, même s'il y a une violence inouïe, même s'il y a des traumatismes qui sont perpétrés sur les populations, on constate simplement que les populations continuent de manifester, ont la détermination qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, qu'est-ce que c'est? C'est simplement amener la démocratie dans le pays. C'est simplement obtenir l'alternance à la tête de l'État. C'est simplement d'avoir une vie démocratique normale. Et je crois que les Togolais aujourd'hui ont compris que travailler ensemble, sortir massivement ensemble procure des résultats. Ça procure des résultats parce que les Togolais ont réussi à faire reculer ce régime qui voulait illégalement interdire les marches en semaine. C'est une victoire pour l'opposition. C'est une victoire pour le peuple togolais et il faut le saluer. Ce régime a activé ses milices pour semer la désolation au sein des populations. Le peuple togolais est resté debout. Aujourd'hui, ce phénomène n'a plus la même ampleur. C'est aussi une victoire pour le peuple togolais. Les Togolais se rendent compte que depuis qu'ils ont commencé à manifester, eh bien, différents chefs d'État de la sous-région commencent à se pencher sur le cas du Togo. La communauté internationale s'intéresse à ce qui se passe ici. Ça aussi, c'est une petite victoire. Donc les Togolais savent désormais que quand ils sont dans la rue, quand ils sont massivement dans la rue, ils peuvent obtenir des choses, même s'ils n'ont pas encore l'objectif final qu'ils poursuivent. C'est vrai que depuis que le mouvement de contestation populaire a commencé, depuis le 19 août dernier, c'est vrai que le pouvoir a concédé beaucoup de choses, notamment la loi qui a été déposée sur la table du Parlement et également certaines décisions prises par le gouvernement présidé par le chef de l'État fort et chef de la civile. N'est-ce pas une question d'ouverture qu'il faudra saisir, vous, au niveau de l'opposition, pour finalement aller à cette table de discussion? D'abord, je voudrais vous dire que le projet de révision de constitution qui a été introduit et voté par la majorité mécanique du régime à l'Assemblée nationale n'est pas du tout une concession. Absolument pas. C'était une tentative de passage en force pour imposer une vue de la Constitution au peuple togolais. Et le peuple togolais, aujourd'hui, s'est dressé contre cette tentative, encore une fois, de manipuler la Constitution. Ah oui, ça veut dire que le gouvernement a écouté quand même la contestation. Parce que c'est à la suite des jours de mouvement que le gouvernement a introduit ce projet à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a introduit ce projet pour détourner l'attention, pour donner l'impression
qu'ils ont écouté la voix du peuple, simplement, on se rend compte que c'était une manœuvre pour mieux tuer la mobilisation. Mais malheureusement pour eux, les Togolais ont compris la manœuvre, cette manœuvre dilatoire qui était de nature à imposer une forme de perpétuation du système actuel, et les Togolais n'en ont pas voulu. Et vous dites qu'il y a eu des concessions et des actes tendant à apaiser l'environnement et à favoriser les discussions. On peut citer par exemple que la levée de l'état de siège dans certaines villes à l'intérieur du pays, c'était l'une des conditions réclamées par l'opposition, notamment Sokodé, et par exemple la libération de certains détenus. Ce sont là des concessions, ou bien ce sont là des gestes de la part du gouvernement. Est-ce qu'il ne faudra pas saisir cette perche-là? Vous êtes allé à Sokodé récemment? Vous êtes allé à Bafilo récemment? Est-ce que vous êtes allé à Mango récemment? Ce que vivent les populations de ces villes, ça n'a pas beaucoup changé. C'est vrai qu'on nous dit que l'état de siège est levé, mais on a mis en place un dispositif qu'il qualifie de sentinelle. La pression sur les populations est toujours présente, très forte. Le traumatisme des populations, elle est encore là, réelle. Et vous savez, nous avons à la tête de l'État une manière de fonctionner qui est une façon qui souffle le chaud d'un côté, le froid de l'autre côté. En fait, c'est de la pure duplicité. Nous avons vu le chef de l'État, nous l'avons entendu au sein d'une caserne dresser une frange des militaires contre les leaders de l'opposition, contre le peuple togolais, leader de l'opposition qui l'accuse de tous les maux de la République. Nous avons également entendu par ailleurs, dans d'autres capitales de la sous-région, le chef de l'État exprimer sa disponibilité à discuter avec l'opposition. Mais comment pouvez-vous comprendre que d'un côté, on dise qu'on est disposé à discuter, de l'autre côté, on tient des discours guerriers à l'endroit des militaires, et par ailleurs, on dresse des barrages pour empêcher des manifestants qui rentrent chez eux, pour les empêcher de rentrer. On les reçoit, on les accueille avec des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes, des bastonnades, et de la violence gratuite. Tout ça, ça se termine par la mort d'un jeune homme. Et vous savez, quand on dirige un pays et qu'on aspire au bonheur des populations et qu'on recherche la sérénité et le calme dans le pays, je pense qu'il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Les responsables, les leaders politiques de l'opposition organisent des marches pacifiques qui se déroulent dans la quiétude, sans que qui que ce soit ne soit exposé à un risque. Mais comment pouvez-vous comprendre que lorsque les gens rentrent chez eux à domicile, rentrent chez eux, chemin faisant, des barrages de militaires, des barrages de gendarmes les empêchent de rentrer à la maison? Comment pouvez-vous expliquer que ces militaires qui dépendent directement du chef de l'État, puisque c'est lui le ministre de la Défense, comment donc comprendre que ces militaires viennent perturber la quiétude des citoyens togolais qui rentrent tranquillement chez eux après avoir exprimé leur droit constitutionnel de manifester? C'est incompréhensible. Et ça ne milite pas dans le sens de la paix. Ça ne milite pas dans le sens de créer les conditions idoines pour une discussion sereine entre responsables politiques. Alors, on voit bien que vous faites allusion donc aux derniers événements qui se sont déroulés samedi dernier, à la clôture donc de la marche où il y a eu ces incidents qui se sont déroulés. La coalition de l'opposition a encore fait une annonce hier lors de votre traditionnelle conférence de presse où vous annulez donc la marche prévue demain jeudi au profit donc de 3 nouvelles journées de mobilisation les 13, 14 et 16 décembre prochains. Et on va dire que nous tendons vers la fin d'année, mais vous accentuez la pression. C'est
comme ça, on va percevoir cette décision de la coalition. Vous ne voulez pas laisser la chance à ce que ces canaux de médiation puissent véritablement s'installer pour qu'on ouvre la discussion, puisque on nous avait dit que le dialogue va s'ouvrir dans une dizaine de jours. Alors que vous mettez les 13, 14 et 16 décembre prochains, vous mettez les 3 jours de mobilisation en plein milieu du mois de décembre. Est-ce que ce n'est pas là pour contraindre encore le pouvoir à ne pas peut-être ouvrir les discussions, puisque là, on n'a pas encore eu l'annonce officielle? Je pense que le fait pour l'opposition politique togolaise d'être disposée à discuter de sa plateforme de revendication avec le régime n'enlève strictement rien au fait que les Togolais continuent de manifester dans les rues. Ce sont deux choses complètement différentes. Les Togolais ont le droit de manifester, s'ils le veulent, 365 jours dans l'année, selon la Constitution. Maintenant, nous avons marqué notre disponibilité à discuter de notre plateforme. Retour à la Constitution de 92, et révision du cadre électoral, et droit de vote des Togolais de l'étranger, et déverrouillage des institutions de la République. Tout cela, les leaders de l'opposition sont disposés à en discuter. Maintenant, qu'on ne demande pas au peuple togolais de renoncer à son droit de manifester parce qu'il y a des discussions en cours. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu des contacts et des rencontres avec les facilitateurs et pourtant les manifestations continuent. Ça n'a pas empêché l'opposition de rencontrer toutes ces personnalités, tous ces chefs d'État qui s'investissent, qui sacrifient leur temps pour aider le Togo à trouver une voie de sortie. Nous leur en sommes reconnaissants. Eh bien, il faut que le détenteur du pouvoir au Togo comprenne que on ne peut pas maintenir cette situation de manière durable et qu'il est important que les actes qu'il faut poser pour que la paix civile revienne, pour que la sérénité revienne, il faut les poser. Alors, M. Nathaniel Olympio, si la semaine prochaine, par exemple, le gouvernement décide ou bien on fait une annonce officielle de l'ouverture du dialogue, est-ce que l'opposition sera dans les rues et au niveau de la table de discussion? Comment allez-vous faire? Le peuple togolais on n'empêchera pas le peuple togolais de manifester s'il le veut. Personne, ni l'opposition, ni le régime. C'est un droit constitutionnel. Chaque Togolais a le droit de manifester quand il veut. Ceci dit, les discussions qui sont préconisées, l'opposition politique a toujours marqué sa disponibilité. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait des actes qui tendent à favoriser cette discussion. Même si nous observons aujourd'hui que les prisonniers sont toujours, les Togolais sont toujours en prison, nous avons toujours des prisonniers politiques qui ne sont pas encore libérés. On les libère un peu au compte-gouttes, comme si c'était une monnaie d'échange. Je pense que la volonté qui doit être exprimée par le régime, cette volonté, ça doit être totale, pour marquer véritablement que trouver une solution par la discussion est une chose à laquelle ils tiennent. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est le cas. Alors, on va parcourir l'axe Lomé-Paris, puisque beaucoup de choses sont déroulées la semaine dernière, ou il y a 2 semaines déjà. Alors, que pensez-vous des tractations menées par le président guinéen Alpha Condé et président en exercice de l'Union africaine? Je vous rappelle que Alpha Condé a quand même reçu certains responsables de la grande coalition de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre, Tikpi Achadam et Brigitte Kafuya-Jamagbo-Johnson, la présidente du CAP 2015. Que pensez-vous de l'initiative? Je crois que les chefs d'État de la sous-région ont pris la mesure de ce qui se passe au Togo. Et si cette situation devait perdurer, cela représenterait une menace pour la sous-région tout entière. C'est pour ça qu'ils s'activent. D'ailleurs, les pays comme le Ghana, le Bénin vivent déjà les conséquences de ce qui se passe au Togo par la présence des réfugiés sur leur territoire. Donc, c'est tout à fait le bon sens que ces chefs d'État
viennent au chevet du Togo pour trouver des ports de sortie. Et je pense que les Togolais ont eu tellement de discussions, de dialogues. On dénombre une trentaine à ce jour, près d'une trentaine à ce jour, qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible que le régime et l'opposition se mettent tout seuls autour d'une table pour dire qu'on trouve une solution. Personne n'y croira et les Togolais surtout pas. Donc, s'il y a des gens, des personnalités qui apportent leur caution et qui ont également à l'esprit la responsabilité de faire du Togo un espace de liberté et de démocratie comme les autres pays de la sous-région, je pense que c'est aussi ça, la solidarité communautaire de l'espace CEDEAO. C'est aussi ça, le sens des responsabilités pour ne pas laisser une situation se dégrader davantage. C'est aussi ça, la responsabilité de contenir une menace qui pourrait sortir des frontières du Togo. Donc, nous apprécions leurs actions à leur juste valeur, nous les en remercions et nous espérons que le bon sens du régime en place permettra que ces actions puissent devenir effectives dans leur réalisation. Alors, Alpha Condé, il faut situer quand même le contexte. Alpha Condé qui a réuni, donc qui a rencontré certains responsables. Il en a aussi fait part donc, à Emmanuel Macron de cette crise togolaise qui finalement a déchargé Alpha Condé et sûrement c'est le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui a pris la relève avec son ministre de la Sécurité Kadamba qui a fait quelques rencontres informelles avec et les acteurs politiques et de l'opposition et du parti UNIR. Est-ce qu'aujourd'hui, les préalables que l'opposition réclame avant l'ouverture de ce dialogue, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces préalables? Est-ce que vous pensez aussi que ces préalables constituent la condition sine qua non pour aller aujourd'hui à la table des discussions? D'abord, je ne pense pas que la démarche initiée par le président guinéen soit arrivée à son terme. Bien au contraire, l'action qui est entreprise à ce niveau continue. Donc, il n'y a pas de cessation, je failli dire d'activité dans ce sens-là pour l'instant. Et nous avons demandé qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et je pense que c'est pour permettre au peuple togolais d'adhérer à cette démarche de discussion. Parce que les Togolais ont été tellement échaudés par les dialogues divers et variés qui n'ont fait que renforcer le régime en place que les Togolais sont prudents par rapport à ces choses-là. Donc, pour que le peuple togolais lui-même puisse apporter sa caution et adhérer à la démarche de discussion, il est bon que le régime pose des actes qui montrent leur bonne volonté. Nous ne pouvons pas décider d'aller discuter pendant que des manifestants sont en prison, innocemment. Donc le bon sens voudrait qu'on donne la liberté, on redonne la liberté à tous les Togolais, pour commencer. Nous ne pouvons pas aller nous asseoir autour d'une table pour discuter pendant que des villes du Togo sont assiégées et que les populations sont recluses parfois en pleine brousse. Donc tout ça, ce sont des requêtes que nous avons formulées qui sont frappées du bon sens. Et c'est pour ça que... Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une liste exhaustive de ceux qui sont encore en prison? Oui, c'est pour ça que lorsque nous avons exprimé ces requêtes, tous les chefs d'État avec qui nous parlons ont compris que notre démarche était frappée du bon sens. Et ils ont commencé à travailler dans ce sens-là. Nous avons vu, c'est vrai, certains prisonniers politiques déjà libérés, mais il en reste encore pratiquement une cinquantaine dans les prisons togolaises. Et il est bon que le régime les libère parce que ce sont des citoyens innocents, il faut qu'on les libère. Il y a également la question de tous les autres prisonniers politiques. Ceux qui croupissent en prison depuis l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé.
Ce sont des prisonniers politiques. Nous sommes en pleine action politique. Il est bon que leur cas également soit mis sur la table et qu'on puisse trouver une solution pour libérer ces malheureuses personnes qui sont indûment privées de leur liberté depuis tant d'années. Donc vous voyez que l'opposition, la coalition n'a rien demandé d'extraordinaire, si ce n'est la réparation d'un certain nombre de torts qui ont été causés par le régime depuis quelques années. Au début donc, du mouvement, l'opposition a réclamé le départ de Faure Gnassingbé. Est-ce que cette condition fait partie aujourd'hui des préalables pour ouvrir des discussions? Non, ça ne peut pas être un préalable. Mais je vais d'abord vous rappeler que la plateforme que la coalition de l'opposition a publiée comporte essentiellement 4 points. C'est le retour à la Constitution de 92. C'est la révision du cadre électoral, le droit de vote des Togolais de l'étranger et le déverrouillage des institutions de la République. Donc le départ de Faure Gnassingbé, c'est de la surenchère politique. Ça, c'est le contenu de notre plateforme revendicative. Ceci dit, personne n'ignore au Togo qu'aujourd'hui, le peuple a également clairement exprimé sa volonté de voir le chef de l'État mettre fin à l'exercice du pouvoir d'État au Togo. Le peuple n'arrête pas de le réclamer. Ce n'est un secret pour personne. Ce sont des choses que l'on ne peut pas ignorer dans une démarche politique. Et nous en tenons compte. Et de toute façon, savez-vous qu'il est inéluctable que le chef de l'État qui est en place aujourd'hui, il est inéluctable que l'exercice de son pouvoir prenne fin un jour ou un autre. Donc, toute rencontre que nous aurons, nous ne pouvons pas faire l'économie de discuter de ce sujet-là. C'est un point central dans la crise qui se passe au Togo. C'est le fait que nous ayons une confiscation du pouvoir pendant 50 ans et qui soit transmis de père en fils. C'est ça également l'épine dorsale de toute cette situation politique que nous vivons. Donc, nous ne pouvons pas cacher le soleil avec le dos de la mer. Il faut affronter les réalités de nos difficultés et ça fait partie des difficultés que nous affrontons. Ok. Je rappelle que l'invité de l'émission 1 heure de vérité de ce mercredi, Nathaniel Olympio, il est le président du Parti des Togolais pour le décryptage de l'actualité politique. On le voit bien, c'est un peu une situation de statu quo, même si les gens travaillent dans l'ombre pour que ce dialogue puisse s'ouvrir dans les tout prochains jours. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir ce dialogue, peut-être la semaine prochaine? Parce que n'oublions pas que nous sommes en fin d'année et que cette situation politique paralyse énormément le pays dans tous les domaines. Et les leaders de l'opposition aussi, vous êtes conscients qu'il faudra passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'on puisse sortir de cette crise lancinante que nous vivons depuis quelques mois déjà? La seule autre chose à laquelle il faut passer, c'est l'instauration de la démocratie. C'est l'alternance à la tête du pays. C'est ce que le peuple togolais réclame. Et les difficultés que vous évoquez par rapport à l'économie, je vais vous dire que ce ne sont pas tant les manifestations qui causent ces difficultés, mais c'est la gouvernance de ce pays. Les manifestations que vous observez dans les rues du pays aujourd'hui ne sont qu'une conséquence de la manière dont le pays est dirigé. Mais les manifestations empirent la situation aussi. Mais les Togolais vivent ces situations difficiles depuis des décennies. Depuis des décennies. Et vous savez, les Togolais sont arrivés à un tel point qu'ils sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour qu'une vie normale revienne dans ce pays. Une vie démocratique normale et une vie quotidienne aussi normale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a eu, avec la mort du jeune manifestant la dernière fois, ça fait combien? Ça fait 17 personnes qui sont décédées dans le cadre de cette lutte que nous menons, qui vient s'ajouter à tant d'autres qui sont nos martyrs. Donc je ne pense pas que
et aujourd'hui le calcul soit mettons en sourdine les manifestations pour que les commerçants puissent faire des affaires. Non. Les commerçants feront de meilleures affaires lorsque nous aurons un cadre institutionnel qui soit adapté à un environnement démocratique et que tout le monde aura les mêmes opportunités, tout le monde aura la possibilité d'exprimer pleinement son potentiel. Oui, en ce moment-là, les gens feront des affaires proprement et non pas, comme c'est aujourd'hui, un système de prédation qui avantage une minorité. Gilles Olympio a fait une sortie médiatique la semaine dernière où il a demandé au président de la République, Faure Gnassingbé, de ne pas se présenter à l'élection présidentielle en 2020. Que pensez-vous de cette réaction du président de l'Union des forces du changement, je rappelle l'UFC, qui a conclu un accord avec le RPT en 2010 pour une gouvernance politique du pays? Oui, je pense que les Togolais ont suivi avec attention cette déclaration. Et l'UFC est aujourd'hui un partenaire du régime. Et donc, l'UFC a accepté d'endosser aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais cette sortie qu'a effectuée le président de l'UFC marque de manière claire qu'il y a un malaise dans ce partenariat. Il y a un malaise dans ce partenariat. Et donc, ce qui avait été espéré n'a pas été produit par ce partenariat. Donc, nous espérons simplement que les jours qui viennent nous permettront d'apprécier d'autres actes qui peuvent être posés par ce parti, et nous aurons peut-être une lecture beaucoup plus claire de la démarche qui est entreprise. Pendant ce temps, les institutions fonctionnent. La Commission électorale nationale indépendante travaille pour préparer les prochaines joutes électorales. L'opposition ne fait pas, quand je dis l'opposition classique, par exemple, l'opposition parlementaire n'est pas représentée au sein donc de cette Commission électorale nationale indépendante, qui est déjà d'arrache-pied pour travailler pour ces prochaines élections. N'est-ce pas aussi un problème, une inquiétude pour l'opposition? Aucun des 14 partis de la coalition n'est présent au sein de cette commission, au sein de la CENI. Aucun d'entre nous. Et je pense que nous entendons aujourd'hui de moins en moins parler de référendum. Ça fait quelque temps que je n'ai plus entendu cette déclaration de la bouche du régime. Et je pense que le bon sens impose à ce régime d'oublier ce projet de référendum. En tout cas, tel que les choses sont lancées aujourd'hui. Ça ne répondrait à aucune attente des Togolais et ça ne ferait qu'empirer les choses. Et je pense également que aucune démarche électorale réaliste ne peut être entreprise aujourd'hui au Togo si les problèmes qui sont posés par l'opposition ne trouvent pas solution. Il est, de mon point de vue, inimaginable qu'on organise une élection avec la CENI qui est en place, avec la Cour constitutionnelle en l'état, avec la HAC telle qu'elle est aujourd'hui, en fait, avec des institutions qui ont montré leur, j'ai failli dire, asservissement à l'exécutif. Il faut donc que le régime sorte de cette démarche de je n'écoute rien, je n'entends rien, je ferme les yeux et je fonce comme si j'étais tout seul. Non, je pense que ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas cette fois-ci parce que les Togolais sont vent debout, les Togolais n'entendent pas baisser les bras tant qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils attendent, et les gens doivent aussi comprendre que l'opposition est aujourd'hui soudée. Ça fait plusieurs mois que nous travaillons ensemble. Même si des gens ont parié sur l'éclatement de la coalition aux premières heures du regroupement.
nous avons tous compris, les Togolais ont tous compris la nécessité de mutualiser nos ressources. Et c'est ça qui produit aujourd'hui quelques débuts de résultats. Et nous n'entendons pas changer de méthode. Nous n'entendons pas changer d'approche pour maintenir la pression jusqu'à ce que le régime décide d'écouter son opposition. Emmanuel Macron, le président français, qui avait entrepris donc une tournée sur le continent africain, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana, il a réaffirmé que le principe de l'alternance doit se passer dans les urnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de toutes les manières, il faudra aller aux élections pour qu'il y ait une alternance. Que ce soit dans toutes les... C'est un principe universel dans toutes les grandes démocraties. Alors pour l'opposition aujourd'hui qui réussit à mettre dans la rue des milliers de personnes... Des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Ce sont là vos chiffres. Puisque vous ne communiquez pas vos chiffres et que des fois on s'en tient aux chiffres communiqués par le ministre de la Sécurité, est-ce que ce n'est pas bon pour vous de fédérer ces énergies-là pour acquérir cette alternance-là dans les urnes en 2020? Vous ne pouvez pas réduire la situation togolaise à une question électorale. Ça va bien au-delà. Et si vous regardez la plateforme que nous avons publiée, il y a un point qui porte sur la révision du cadre électoral. Mais ce n'est pas le seul point. Donc, les difficultés que nous vivons au Togo ne se résument pas à une question d'élection. Il y a une question d'institution qu'il faut rendre équitable dans leur fonctionnement, qu'il faut mettre au service de tous les citoyens. Il y a un problème de constitution qui a été charcuté, manipulé et utilisé à des fins personnelles. Il faut régler ce problème-là. Si tout cela n'est pas mis bout à bout et qu'on y trouve des solutions, je pense qu'aucune élection ne pourra apporter de solution à la crise togolaise. Aucune. Tant que les autres aspects qui ont concouru à cette situation n'ont pas trouvé de solution. C'est le cas de la question constitutionnelle, c'est le cas de la question institutionnelle et aussi c'est le cas de la question électorale. Tout cela va ensemble. Laisser un ingrédient et ne prendre que certains n'apportera aucune solution durable. Donc, il est bon que cette fois-ci, et pour une fois, et pour une dernière fois, la question togolaise trouve une réponse définitive. Celle d'une liberté que les citoyens, dont les citoyens peuvent jouir, celle d'une démocratie qui soit véritable, pleine et entière, c'est-à-dire simplement la démocratie, celle d'un contexte électoral qui permet la sincérité des élections, des votes, et qui permettent que les citoyens togolais aient véritablement le pouvoir de désigner celui qu'ils ont choisi de les diriger et que tout cela se fasse dans la transparence. C'est ce que l'opposition togolaise réclame à corps et à cri. Nous avons besoin d'un espace de liberté, d'un espace de démocratie et tous les Togolais aspirent à cela. La jeunesse togolaise aspire à cela et à juste titre parce que quand on regarde au Bénin, quand on regarde au Ghana, quand on regarde au Burkina, autour de nous et au-delà, dans tout l'espace CEDEAO, eh bien, il n'y a que le Togo qui demeure une singularité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer qu'une seule et même famille confisque le pouvoir de manière sans discontinuer. Je pense que aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut trouver une solution. Simplement, moi, la question que je me pose, parce que je n'ai pas encore des éléments d'appréciation, la question que je me pose, c'est de savoir si le chef de l'État, lui, a déjà intégré qu'un jour ou un autre, il va falloir qu'il quitte le pouvoir. Ça, c'est la grande question. Pendant ce temps, le chef de l'État continue donc son mandat social avec plusieurs réalisations ces derniers jours. Je crois que vous avez aussi un œil regardant sur ces activités du chef de l'État. D'aucuns disent que le chef de l'État est clairement dans l'action aujourd'hui. Je pense qu'aucune opération de charme
aucune opération cosmétique ne changera la volonté des Togolais. Aucune. Parce que ce sont des solutions profondes qu'il faut. Ce sont les piliers fondamentaux de la démocratie qu'il faut consolider. C'est la Constitution qu'il faut ramener dans sa version originelle de 92. Tout le reste, c'est de la communication. Et les Togolais sont aujourd'hui imperméables à ce type de communication. Mais lorsque vous parlez de retour à la Constitution de 92, il y a beaucoup de Togolais qui vous diront que nous voulons manger 3 fois par jour, vivre décemment et autres. Qu'est-ce que vous leur répondez? Parce que c'est aujourd'hui leur préoccupation quotidienne quand même. Alors, je vais vous dire que c'est justement parce que la Constitution a été tellement manipulée qu'elle prive les Togolais de leur liberté. C'est pour ça qu'au Togo, par exemple, vous ne voyez pas une entreprise privée qui soit prospère et qui ne dépende pas de ce régime. Dans ces conditions, c'est normal qu'il n'y ait pas de création d'emplois comme il faut. Parce que la libre création d'entreprise et la prospérité d'une entreprise est assujettie à la dépendance au pouvoir. Oui, les Togolais veulent manger. Mais pour que les Togolais mangent comme il faut, 3 fois par jour, à satiété, mais il faut que l'environnement permette à chacun d'exprimer pleinement son potentiel et non des passe-droits, le népotisme et les liens de partis politiques qui privilégient les uns par rapport aux autres. C'est tout cela que nous sommes en train de mettre sur le tapis pour que nous ayons un environnement sain. C'est l'environnement sain qui va libérer les énergies, qui va permettre la compétition, qui va permettre à chaque Togolais de vivre véritablement du fruit de son travail. C'est ça qui va permettre que les universitaires qui sortent puissent avoir du travail, parce que l'environnement va permettre une compétition saine et non un traitement de favoris dans l'attribution des marchés publics, dans l'attribution des marchés des grandes entreprises. Tout cela n'assainit pas l'environnement et ne crée pas le cadre qui permet au génie créateur des Togolais de s'exprimer pleinement. Donc, manger 3 fois par jour, comme c'est attendu, oui, tout cela, ça dépend de la gouvernance, de la démocratie et de la liberté. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo ratisse large dans ses concertations. On a vu qu'il a rencontré l'ancien ministre de la Sécurité à Londres. Il a rencontré l'ancien ministre de l'administration territoriale, Pascal Bodiona. Est-ce qu'on s'oriente vers un gouvernement de transition, par exemple? Est-ce que c'est ce qui pourra faire l'affaire? En tout état de cause, et vu que le Togo n'a jamais eu la possibilité de connaître une alternance par les urnes, du fait de la situation de fraude qui prévaut, la formule qui aujourd'hui peut être un point de passage, c'est d'envisager une transition. Mais attention, et tout cela doit se faire dans un cadre bien normé, doit se faire dans un cadre avec un projet et quelles conditions politiques. Et ce sont les discussions que nous aurons qui vont déboucher sur cela. Et il y a encore beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas pour définir une transition. Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas. Mais vu que le régime en place a été jusqu'à présent incapable d'organiser une élection propre et sincère qui puisse permettre l'alternance, eh bien, parler de transition n'est pas une vue de l'esprit. Pendant ce temps, la coalition de l'opposition va continuer donc ces manifestations. Est-ce qu'il ce ne serait pas mieux d'avoir un peu de répit pour les fêtes de fin d'année pour les Togolais? Les Togolais souffrent 365 jours par an. Et les Togolais qui sont dans la rue, personne ne les force à y être. Personne. C'est leur volonté. Et si les Togolais décident de marcher 365 jours, ils ont le droit, ils en ont la liberté. Donc je pense que... Oui, c'est parce que vous aussi, vous les appeliez, c'est pourquoi ils descendent dans la rue. On appelle, oui, c'est vrai.
en tant que responsable, en tant que leader politique. Mais la décision de sortir de chez soi et de venir manifester demeure celle du citoyen qui décide de manifester. Donc, je crois que les commerçants qui participent à ces manifestations, qui savent ce que cela leur coûte, c'est un gros sacrifice qu'ils font, mais ils ont parfaitement conscience que ne pas manifester est encore pire qu'autre chose. Donc, nous continuons les manifestations encore la semaine prochaine et les Togolais sont toujours dans la dynamique de la mobilisation et aucune violence gratuite et aucune barbarie ne va les empêcher de maintenir le cap, de maintenir la détermination et cette volonté farouche qui est aujourd'hui clairement exprimée d'obtenir ce qu'ils attendent. Alors, donc on pense que l'opposition est dans la rue, mais que vous ne voyez pas l'horizon 2020. Parce que l'horizon 2020, c'est l'horizon où il faudra faire des tractations pour les élections. Est-ce que vous y pensez? Parce que c'est de ça il s'agit. 2020, quoi qu'on sera, il faut aller aux élections. Est-ce que vous vous préparez déjà pour 2020? Nous sommes en 2017, il y a 2018, il y a 2019, il y a 2020. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et aujourd'hui, ce qui intéresse la coalition n'est pas une question électorale. Nous ne sommes pas dans une dynamique électorale aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes soudés comme ça pour obtenir l'amélioration de notre environnement politique. C'est ça l'enjeu du moment. L'enjeu, personne ne pense à des élections aujourd'hui. L'enjeu du moment, c'est le retour à la Constitution de 92. L'enjeu du moment, c'est le cadre électoral qu'il faut réviser. Parce que tel qu'il est, avec ce fichier électoral qui est complètement pourri, qui est complètement manipulé, qui représente plus de 75% de gens non identifiés, parce que n'ayant pas de pièce d'identité, et quelle élection veut-on organiser proprement dans ces conditions-là? La question de l'état civil a été posée au Togo depuis 2007. Et le régime a pris l'engagement de mettre en place un état civil propre qui permettrait d'avoir un développement organisé et qui, accessoirement, permettrait d'avoir un fichier électoral également propre. Eh bien, ils n'ont jamais voulu le faire parce qu'un fichier électoral propre signifie que ce régime est incapable de gagner une élection. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, 2020, c'est très loin. Nous sommes en 2017, en décembre 2017. Les enjeux du moment, on les connaît. Les Togolais les connaissent et les Togolais se battent pour ça. Dernière question, M. Nathaniel Olympio. Quel agenda pour ce dialogue, si véritablement on doit aller à ce dialogue-là? Quel serait cet agenda-là? Peu importe les détails du déroulement, ce qui est important, c'est que les questions fondamentales soient abordées. C'est que l'on aille au fond des sujets et qu'on ne survole pas la crise pour trouver une solution cosmétique. Il faut trouver une solution durable qui apporte une situation définitive qui soit de liberté et de démocratie. Je pense que les Togolais ont le droit d'avoir une vie démocratique saine. Les Togolais ont le droit d'avoir un espace de liberté qui ne soit pas tenu sous une menace permanente. Je pense que les Togolais aspirent à cette situation comme tous les autres de la sous-région. Et il est temps que l'on donne aux Togolais la possibilité de s'épanouir dans un environnement de sérénité et de confiance et qu'on ne soit plus la singularité que tout le monde pointe du doigt dans la sous-région. Merci M. Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Merci d'avoir été notre invité pour décrypter l'actualité politique dans cette émission 1 heure de vérité. Je rappelle que cette émission sera retrouvée sur nos diverses plateformes, sur YouTube, Radio Taxi FM pour Togo, sur Facebook, sur Twitter et sur nos sites internet www.radiotaxifm.com et www.taxifm.tg. Merci à Francis Daï pour la mise en onde de cette émission. À mercredi prochain pour d'autres décryptages de l'actualité politique du Togo. Salut.
Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Taxi FM 93.1